remplacement de l'augmentation d'activité au niveau du service espace vert, de créer un poste au service espace vert et équipement sportif, ainsi que de recalibrer, donc ce sont les 3 postes qui sont en dessous, de recalibrer le libellé de grade en cadre d'emploi des adjoints techniques. Donc, j'indique que les crédits sont prévus au budget et le point a été vu par mail vers la commission RH. Avez-vous des questions? Je vous propose de délibérer. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération unanime. Je vous remercie. Je passe la parole à Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il s'agit de vous communiquer quelques renseignements sur le camping de Rodavenne, qui a terminé sa saison en septembre 2020. Vous avez tous reçu en annexe le bilan technique et financier de la gestion du camping pour la saison 2020 et des saisons antérieures. D'ailleurs, on l'a mis depuis 2008, je crois. Pour rappel, donc, M. Gérard a choisi de mettre un terme prématurément au contrat de DSC, dont l'échéance était initialement prévue pour 2023 ou 2024, comme c'est marqué sur la note de synthèse par erreur. Donc revenons au bilan 2020, qui a été marqué essentiellement par la pandémie, et on peut noter tout d'abord le chiffre d'affaires, il a baissé d'environ 25%. Il n'y a pas eu de chiffre d'affaires du tout en avril et en mai 2020. La diminution du nombre d'unités de l'ordre de 37%, non pas 43, c'est 37%, pour les mêmes raisons que précédemment. Et enfin, on peut noter la hausse significative du résultat net comptable, qui s'explique essentiellement par la gestion corporelle, pour un montant de 122 635 €. Donc il est demandé au Conseil de prendre acte de cet exposé, parce qu'il n'y a pas de vote. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Non. Je vous remercie. Donc on va enchaîner le point suivant qui concerne également le camping municipal de Châtelain. Vous connaissez tous ce camping, cet espace remarquable situé en bordure du canal, en plein. En pleine, aussi en pleine ville de Châtelain. Ce camping municipal donc, constitue un atout important d'attractivité et d'accueil touristique. Notre souhait, vous le savez, est de valoriser ce site et de pérenniser son fonctionnement. Suite au départ du délégataire précédent, ainsi que ça a été évoqué lors des conseils municipaux précédents, donc suite au départ de M. Gérante, eh bien, la nécessité de se poser à nouveau la question de son fonctionnement, de sa gestion, de son mode de gestion, eh bien, c'est retrouvé. Donc nous sommes actuellement engagés dans une réflexion qui nous permet de, bien évidemment, nous positionner, et c'est l'objet de la proposition de délibération de cet après-midi, de nous positionner sur le mode de gestion futur de cet équipement. Mais à l'occasion de cette réflexion, eh bien aussi, ça nous permet d'envisager une évolution pour ce camping. Et cette évolution ayant pour but, bien évidemment, toujours d'accroître la qualité de l'accueil touristique et puis, comment dire, de mieux répondre aux évolutions en termes d'accueil touristique, parce qu'on sait qu'il n'y a rien de figé et que c'est très en lien aussi avec les tendances, les pratiques des touristes. Voilà, donc ce temps de réflexion il est engagé depuis déjà quelques temps, vous le savez, pour nous aider dans les choix à opérer, eh bien, nous sommes donc assistés par un bureau d'études
ce qu'on appelle un assistant en maîtrise d'ouvrage. Et pour ceux qui étaient présents lors des commissions précédentes, vous avez pu aussi échanger, rencontrer une des personnes de ce bureau d'études qui nous accompagne. Voilà ce que je peux dire en préambule. Donc à ce stade aujourd'hui, eh bien, nous devons décider du mode de gestion pour ce camping municipal. Pour cela, nous devons examiner les différents modes possibles s'agissant d'un service public. Donc il y a eu lors de la dernière commission qui s'est déroulée la semaine dernière, eh bien, le rapport élaboré par le bureau d'études, donc par notre assistant en maîtrise d'ouvrage, vous a été remis, a été présenté, ce rapport a été présenté. C'est une analyse complète, détaillée, des différents modes de gestion des services publics, avec bien évidemment une appréciation au regard de l'objet bien spécifique qui est un camping. C'est-à-dire que dans l'analyse, dans ce rapport, vous n'avez pas simplement une présentation théorique des différents modes de gestion, mais vous avez aussi une appréciation, parce qu'un camping, ça ne se gère pas comme un autre type de service public. Et notamment, la notion de communication, de commercialisation, ce sont des notions qui sont extrêmement fortes, extrêmement importantes si on veut que ce camping accueille un public nombreux. Donc voilà pour le cadre. Et avant cette commission de la semaine dernière, il y en avait eu une autre le 25 février dernier. Voilà, alors je ne vais pas vous relire la note que vous avez normalement en pièce annexe à votre dossier de convocation pour cet après-midi. Je vais juste résumer les différents modes de gestion qui existent. Vous avez la gestion directe qu'on appelle la gestion en régie. Et vous avez des modes de gestion délégués avec plusieurs types de gestion déléguée. Le marché public de services et la concession. Donc, j'arrive pas à tourner mes pages. Qui est au sein, qui est une variante au sein des délégations, des gestions déléguées. Voilà. Alors, la régie, bien évidemment, elle présente l'avantage pour la collectivité d'être en prise directe avec le fonctionnement et la gestion quotidienne du service public. Ça permet d'avoir un contrôle absolu, puisque, bien évidemment, en régie, c'est la collectivité qui décide de l'ensemble des décisions et des mesures à prendre. Mais, elle doit aussi assumer à la fois les recrutements, la responsabilité, assumer toute la communication, toute la promotion d'un équipement comme un camping. Et ce que le bureau d'études nous indique, c'est que s'agissant d'un camping municipal, ce mode de gestion n'est pas le plus approprié. Déjà, il y a la question du recrutement du personnel qui va se poser, puisque c'est un métier qui aujourd'hui n'existe pas au sein de notre collectivité. Nous n'avons pas de personnel qualifié dans ce domaine-là, en matière de promotion d'un camping, de fonctionnement, de communication. Certes, nous avons un agent de communication, mais qui est chargé de la communication externe d'une collectivité, mais quand on parle de communication sur un camping, on est vraiment sur des démarches commerciales que nous n'avons pas dans le cadre, en ce qui concerne le service communication de la ville. Donc, pour un certain nombre de raisons qui sont exposées dans ce rapport, le mode de gestion en régie n'est pas préconisé par notre assistant en maîtrise d'ouvrage. Et je me permettrai, parce qu'on a un libre arbitre aussi, bien évidemment, l'assistant en maîtrise d'ouvrage est là pour nous assister, mais c'est nous qui avons la décision. Je rappellerai que ce mode de gestion a été pratiqué par le passé, avant, je dirais, 2008-2007, comme ça pouvait se faire aussi communément à une certaine époque. Le camping municipal a été géré par le personnel de la commune, mais
si on est arrivé à une situation de fermeture de ce camping, c'est justement en raison des faiblesses et de la spécificité et des compétences particulières qui sont requises. Et ça n'est absolument pas péjoratif de ma part, mais je pense qu'il y a des domaines où les agents de la fonction publique territoriale sont excellents, sont bien meilleurs, et il y a d'autres domaines, quand il s'agit plus d'activités commerciales, où sans doute que la formation d'un agent territorial n'est pas la plus adéquate. Entendez bien ça, et je pense, je regarde Madame Le Gret, DGS, bien évidemment, il y a des moments où je défendrai absolument, comment dire, la priorité de l'agent public territorial par rapport à un recrutement autre, mais sur donc ce domaine bien particulier, je crois vraiment que on n'aura pas, et c'est ce qui apparaît, on ne pourra pas donner à ce camping tout le développement et toute l'envergure que l'on voudrait lui donner par ce mode de gestion, et ça serait bien compliqué pour la collectivité de suivre. Il faut savoir que bon, c'est un personnel sur la saison estivale, qui va, et même au-delà, c'est-à-dire qui commence dès le printemps jusqu'à l'automne, puisqu'on a un camping qui aujourd'hui ferme en hiver. Après, la question se posera de son ouverture en hiver, mais bon, il y a des contraintes liées au risque d'inondation, mais si vous voulez, c'est un personnel qui doit être présent tous les jours de la semaine, nuit et jour aussi, et on voit bien que ça ne cadre pas bien avec l'organisation du travail dans la fonction publique territoriale. Également, ce qui est indiqué, et c'est important parce qu'il faut analyser coût-bénéfice, compte tenu des contraintes, notre assistant maîtrise d'ouvrage nous dit que les coûts en fait, d'une gestion en régie seraient supérieurs à ceux d'une gestion déléguée. Voilà. Donc ça, c'est également un autre argument. Or, il faut qu'on équilibre, notamment avec les recettes qui sont perçues auprès des touristes. Alors, les autres modes de gestion donc, rentrent dans la catégorie des délégations, avec le marché public de services et la gestion déléguée sous forme de concession. Pour le marché public des services, je ne vais pas y revenir longuement. Ce que vous avez pu voir, ce que j'ai relevé, c'est que notre assistant à maîtrise d'ouvrage nous indique qu'il s'agit pratiquement d'une cogérance. Et bon, on perdrait les avantages d'une gestion déléguée. Enfin, on aurait une implication aussi qui serait requise de notre part extrêmement forte. En revanche, donc, ce qui est préconisé, c'est la gestion sous forme de concession. Ce qui nous apporte plus de souplesse, la responsabilité des recrutements et de la gestion des ressources humaines, du personnel, eh bien, incombe aux délégataires. Également, alors attendez que je prenne des choses au bon endroit, ce que j'ai relevé, donc, le risque est assumé par le délégataire, et notamment le risque lié à l'exploitation, le risque financier, dans des conditions normales d'exploitation, bien évidemment. Hein, il y a des clauses, on n'est pas là non plus pour que le délégataire prenne des risques anormaux. Et bien évidemment, le contrat, si le choix se porte sur cette gestion déléguée, le contrat devra aussi prévoir un équilibre. Hein, ça, on est dans les règles classiques. Mais c'est quand même important de noter que ce sera au délégataire d'en assumer la responsabilité et les risques financiers. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait positif pour la collectivité. Et en revanche, on ne se défait pas totalement. C'est-à-dire que nous sommes intéressés au fonctionnement de ce camping. Dans le cahier des charges, nous aurons la possibilité d'y mettre des conditions en termes de qualité, de service, d'accueil des touristes. Et donc ça apparaît notamment à la fin de ce rapport avec la liste de tous les points sur lesquels il faudra insister dans l'élaboration du contrat. Donc, si vous voulez, on ne confie pas comme ça, sur une période donnée,
les clés du camping sans avoir plus aucun regard. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc sur la politique tarifaire, eh bien, c'est le conseil municipal qui doit l'approuver, enfin, voter les tarifs annuellement, sur proposition bien évidemment du délégataire, mais enfin c'est nous qui avons un regard là-dessus et qui prenons la décision. Et aussi, comme je l'ai dit, par les exigences que l'on mettra, eh bien, on exerce quand même, enfin, on continue à suivre la vie de cet équipement touristique. Voilà. Donc, pour les raisons que je viens d'exposer, et puis qui sont beaucoup plus détaillées dans le rapport, eh bien, nous faisons la proposition d'une gestion déléguée sous la forme d'une concession de service public pour l'exploitation du camping municipal. Pour une période de concession qui serait fixée à 10 ans. Au regard de la réglementation actuelle, on est dans une durée qui est tout à fait acceptable. C'est terminé les contrats de délégation sur des durées très très longues, comme on a pu le constater, notamment sur, pas autrefois, sur l'eau ou un certain nombre de choses où on était sur des concessions de 20 ans. Là, on est 10 ans, on est dans quelque chose de raisonnable et qui doit permettre, la durée aussi doit permettre au délégataire d'amortir ses investissements, puisque c'est lui qui va supporter cette charge. Il faut aussi, je parlais d'équilibre aussi dans l'exécution du contrat, il faut que la durée soit suffisante pour qu'il puisse amortir justement les futurs investissements. Voilà ce que je peux donner comme présentation. Je suis disposée à répondre à vos questions. Oui, Madame Lévédé. Comme vous le savez, nous sommes pour une régie. Comme nous avons vu en commission la dernière fois, 2 fois de suite, un graphique qui présentait les différents risques par rapport à la commune ou le délégataire. Dans le choix d'une DSP, c'est le délégataire qui prend tous les risques. C'est ce qui nous dérange dans le choix de la DSP, c'est que la mairie ne prend pas de risques. Et ce qui nous dérange aussi, c'est qu'il y a un groupe de travail sur l'attractivité du centre-ville avec des citoyens. Il aurait peut-être été bien de les consulter sur aussi ce choix. Voilà. D'accord, j'entends. C'est votre choix. Juste la précision sur le risque. J'ai bien précisé tout à l'heure dans mon propos que c'était dans le cadre d'une gestion normale. Et que le délégataire ne devait pas prendre des risques anormaux. Et tous les contrats de délégation de service public, justement, prévoient des clauses de révision lorsque on se trouve dans une situation anormale. Et juste pour vous donner des exemples qui ne nous concernent pas, parce qu'on n'a actuellement pas de contrat de délégation de service public, mais sur d'autres collectivités. Aujourd'hui, vous le savez, à cause du confinement, de la crise sanitaire, eh bien, il y a des délégataires en matière de transport, en matière de gestion d'équipements publics, je pense à des aéroports, à des installations portuaires et autres. Ces entreprises privées aujourd'hui sont en grande difficulté. Et bien justement, là, et bien dans les contrats sont prévues un certain nombre de clauses pour que, comme vous le dites, eh bien, la responsabilité ne soit pas assumée par un seul acteur économique, mais aussi que la collectivité soit associée. Donc ce sont des situations qui existent et qui de toute façon figurent dans le contrat, et il y a la loi aussi qui interdirait un déséquilibre anormal. Vous me le confirmez, Madame le Président. Voilà, je réponds juste sur ce point, le reste, c'est votre appréciation. S'il y a d'autres interventions, si ce n'est pas le cas, je mets au vote. Donc sur la proposition qui est faite, est-ce qu'il y a des voix contre? Donc, une voix contre. Des abstentions? Non. Donc le reste est pour. Merci. Alors, on va passer au point suivant. Juste, c'est Sylvie qui va le présenter. Je voudrais demander à Steve, puisque la délibération concerne aussi les écoles privées. Donc je demande à Steve de sortir de la salle, il ne participera pas à la discussion et au vote. Donc bonjour. Donc comme chaque année, il nous est proposé de fixer le coût moyen d'un élève de l'école publique. L'application des critères retenus par les textes sur les résultats 2020 fait qu'ils n'apparaissent
qu'ils apparaissent au compte administratif de la commune et donc fait apparaître un coût moyen d'un élève de l'enseignement public de 879,31 € contre 829,13 € l'an dernier. Ce montant sera retenu pour le versement de la participation au contrat d'association avec l'école La Plaine et l'école d'Ivoine, d'une part, et sera sollicité auprès des communes de résidence des élèves dans le cadre de l'article L212-8 du Code de l'éducation, complété par la circulaire 89-273 du 25 août 1989 d'autre part. Voilà. Donc avant de... Je voulais savoir, il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 879,31 € le coût d'un élève dans l'enseignement public et d'autoriser Madame le maire à procéder au versement de la somme correspondante au profit de l'école Saint-Joseph-la-Plaine et de l'école d'Ivoine dans le cadre du contrat d'association et émettre les titres de perception correspondants dans le cadre de la loi du 22 juillet 1983. Y a-t-il des questions? Madame Lévy. Là, nous avons une présentation des dépenses de fonctionnement des écoles publiques. Est-ce que nous avons des données concernant les dépenses de fonctionnement des écoles privées? Alors non, on n'a pas la nécessité d'avoir ça. D'accord. En fait, c'est la loi, il y a un tableau à remplir au niveau de la municipalité concernant les dépenses de fonctionnement des écoles publiques. Et donc à partir de ce calcul-là, on calcule le coût d'un élève. Voilà. Il n'y a pas de nécessité. La loi nous dit qu'on est obligé, dès lors que les enfants sont scolarisés, les enfants de la commune où on a le contrat d'association, c'est-à-dire Châteaulin, tous les enfants de Châteauvinois qui sont à la Plaine et à Divoine, nous devons verser la somme qui correspond. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, par Madame Hueldet? Une abstention. Donc après, on passe à la détermination du coût des nouvelles activités périscolaires pour la commune de Saint-Cloud. Donc vous savez que les activités périscolaires vont être arrêtées, les TAP vont être arrêtées à partir de septembre, mais nous avons quand même un coût. Donc il est proposé de fixer le coût des nouvelles activités périscolaires pour un enfant de Saint-Cloud fréquentant les écoles publiques de Châteaulin. Donc le coût moyen prenant en compte une fréquentation à 100% des enfants de Saint-Cloud est calculé sur la base des dépenses des nouvelles activités périscolaires pour l'année 2020. Donc il s'élève à 87,13 € par enfant selon l'aide après aide de l'État et prestations de services ordinaires l'élite. Donc ce montant est celui qui sera demandé à la commune de Saint-Cloud. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je passe au vote, en sachant que on a 20 enfants de Saint-Cloud qui ont participé au théâtre. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Bon. Décision modificative numéro 1, donc du budget principal. L'exécution budgétaire du budget principal nécessite des modifications par rapport au budget primitif, afin donc d'intégrer les besoins nouveaux survenus en cours d'année. Lors de la commission finances du 28 avril dernier, nous avons vu en détail les différentes modifications et je vous propose de faire un focus sur certains postes. Donc prenons d'abord la section de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Nous avons un besoin de trésorerie de 86 100 €. On peut noter les points suivants. Le compte 606-33, 16 000 €. Il s'agit essentiellement de travaux complémentaires pour les eaux pluviales. Un des exemples, c'est devant le lotissement Arnès de Charia où on a enterré le réseau, c'est ça. Le
compte 6135, on a besoin de 3 000 € en plus pour le service espace vert, notamment la location d'une nacelle. Le compte 615-232, là il s'agit d'un décalage de facturation 2020 pour 8 700 € qui concerne l'éclairage public. 61-61 et 61-62, c'est une affectation au bon compte de l'assurance obligatoire dommage ouvrage qu'on a contracté pour la maison de santé. Et on en profite pour mettre la bonne somme définitive de 10 700 €. Le 62-26, dans ce montant là de 9 200 €, on retrouve notamment 6 000 € pour un bâtiment en péril au niveau de la gare, la SCI Gare-Raon, pour ne pas la nommer, en provision de frais de procédure, frais d'expertise, etc. Enfin, 637, la communauté de communes a revu l'an dernier, le 15 décembre 2020, si je ne me trompe pas, sa facturation de l'accès aux déchetteries pour les communes. Le montant de la redevance est maintenant en fonction de la population DGF de l'année N-1. On abonde donc ce compte de 10 000 €. Donc on a un total de 51 100 en charge de caractère général. En chapitre 12, charges de personnel, on a besoin de 22 000 € sur le compte 72-16. Il s'agit du personnel de la piscine qui est mis à la disposition de la commune par la Comcom. Tant que la piscine reste fermée, évidemment. Enfin, en chapitre 67, charges exceptionnelles, 13 000 €. En anticipation du vote du point 10, il s'agit d'un complément budgétaire pour le remboursement de l'école de musique. Donc, comme j'ai dit, donc 86 100 au total. En face, pour équilibrer les comptes, on a besoin de la même somme. La commune a perçu le solde des recettes des budgets eau et assainissement transférés à la petite commune. On a touché respectivement 11 000 et 14 000 €. Pour cette première décision modificative de l'année, on en prend seulement une partie, soit 10 000 et 12 000. Le solde servira lors d'une prochaine DM. Compte 70-632 et 70-66, il s'agit d'une régularisation suite à une erreur d'imputation. 73-211, l'attribution de compensation versée par la Comcom est supérieure pour l'instant au prévisionnel, ce qui permet d'abonder ce compte de 27 100 €. 74 121 et 74 127, de bonnes surprises. Un excédent de 27 000 € en dotation de solidarité rurale, Centre-Bourg, et de même pour la dotation nationale de péréquation, plus 10 000 €. Soit un total de recettes de fonctionnement de 86 100 €. Et je rappelle que la section de fonctionnement reste en suréquilibre de 200 000 €. Est-ce que sur le fonctionnement, il y a des questions ? Non, je passe à l'investissement. On a un besoin de 4 100 € en acquisition de matériel pour le service espace vert. Également 3 000 € pour l'arrosage automatique du stade, il manquait un rare. Et enfin 20 000 € en gerboirie pour notamment, comment dirais-je, la mise en place de barrières de sécurité en bois, je crois, du côté de la nouvelle piscine. En recette d'investissement, on affecte la somme de 27 100 € qui provient de la subvention de 60 000 € qu'on a reçue concernant les travaux bâtiment rue Marcel Milin. Des questions sur la section investissement? Non. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on vote 3 plus les procurations. Les autres sont pour, je vous remercie. Tu auras des documents à faire signer là-bas? Comme il s'agit d'une décision notificative, il y aura des signatures à donner. Merci.
Donc, décision modificative numéro 1, Ernest de Chamaillard. Lors du BP du 15 mars dernier, on avait prévu une vente dans l'année. En fait, il s'avère que les 3 derniers lots ont été vendus. Donc, des travaux de voirie seront nécessaires pour la voirie définitive et les aménagements paysagers. Donc, lors de la dernière commission, Benjamin vous a détaillé le tableau que vous avez là. Je ne vais pas vous redonner tous les chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons en section de fonctionnement un ajout de 128 986 € en dépenses, qui est ajouté aux 10 000 qui étaient déjà présents, pour un total de près de 139 000 € de disponibles pour les travaux nécessaires. Il s'agit d'un montant hors taxe. Toujours en dépenses, on inscrit 100 € au compte 65 658 afin de pouvoir régler les petites taxes fiscales qui seront nécessaires à la clôture. Et en recette, on retrouve le résultat des 3 ventes pour un montant de 35 975 €. En section investissement, il s'agit simplement d'écriture d'ordre avec un suréquilibre de 5 000 €. S'il n'est pas utilisé, ce montant sera également reversé au budget général à la clôture du budget. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget lotissement Ernest de Chamaillard présenté ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce lotissement? Oui. Oui, alors je vais essayer de parler fort. Je profite de ce point simplement pour vous demander, c'est plutôt une question des personnes qui sont sur place, maintenant que les 3 derniers lots du lotissement ont été vendus, quand est-ce que vous pensez démarrer les travaux de voirie? Je sais qu'en commission, on avait évoqué plutôt fin d'année. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, on va attendre un petit peu d'abord que les actes soient bien signés et que les derniers soient déposés. D'accord. Et puis donc, nous sommes allés sur place avec M. Le Gall des services techniques. C'était une rencontre intéressante. Donc, on leur a expliqué le fonctionnement quand les habitants signent un contrat, signent pour le permis de construire. Ils savent que les travaux, les finitions ne seront pas faites avant que le dernier lot soit vendu. Mais bon, il y a des choses qu'on va pouvoir quand même entamer avant la fin de l'année. Et voilà, c'est ce qu'on leur a dit au cours de l'échange. D'accord. Avant la fin de l'année, si tout se passe bien, on est capable de faire des choses, même en régie. Voilà. Très bien. Ce que je peux préciser, c'est que ce n'est pas uniquement une question financière. C'est lors de la construction des maisons, les camions, les véhicules, les engins de travaux pourraient endommager la voirie. Et c'est la raison pour laquelle on ne réalise jamais la voirie définitive avant même l'achèvement de la dernière maison. Donc, ça ne veut pas dire qu'aucun travaux ne seront faits. Mais là, la règle elle est la suivante. On ne peut pas avoir à refaire la voirie définitive. Donc, la situation va être améliorée. Et le dernier tapis d'enrobé, entre guillemets, ne pourra être fait que lorsqu'on n'aura plus de véhicule de chantier à circuler dans ce lotissement. Y a-t-il d'autres questions? Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Va sortir, on va la discussion et le vote. La subvention 2021 finance. Donc, comme nous n'avons pas obtenu les comptes de 2020 au moment des votes des subventions de 2021, on n'avait pas pu se prononcer sur la subvention, donc pour l'association Polissonance. Toutes les subventions d'un montant supérieur à 4 000 € impliquent une analyse des comptes de N-1 et en versant la moitié à ce moment-là.
Pour 2021, le montant de la subvention évolue avec les éléments suivant la baisse, diminution de la population, suppression des activités liées à la semaine de la petite enfance, déduction des frais de personnel effectuant les ménages des locaux. À ces éléments, il faut ajouter le montant de la subvention versée par la CAF à la commune au titre des activités de la ludothèque. Compte tenu de ces éléments, la subvention 2021 pour Polissonnance s'élève à 68 493,19 €. L'association ayant perçu une avance de 35 135,55 € par mandat 920 du 24 mars 2021, il reste à verser 33 353,64 € au titre de la subvention 2021. Donc il est proposé au conseil municipal de voter la subvention présentée ci-dessous avec un montant de 68 493,19 € et de préciser que les crédits correspondants sont inscrits et disponibles au budget 2021 du budget principal de la commune. Y a-t-il des questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc le point suivant, lors du conseil municipal du 15 mars dernier, nous avons voté diverses subventions au budget primitif 2021, et notamment celle en soutien à l'apprentissage des élèves châtellinois scolarisés dans les établissements de formation professionnelle. Lors de ce conseil, nous avons voté 50 € pour un élève de l'IREO de Limousin, 50 € pour un élève de la MFR de Questembert et 100 € pour 2 élèves de l'IFAC de Brest. Nous avons reçu une demande de subvention pour un apprenti de la MFR de Guillier, une commune de 1500 habitants du Morbihan. Et parallèlement, un apprenti de la MFR de Questembert n'a pas pu en bénéficier du fait d'un déménagement. Il s'agit donc d'une opération blanche pour la commune. Il est proposé au conseil municipal de voter la subvention présentée ci-dessus pour un montant de 50 € par apprenti châtellinois scolarisé au sein de la MFR de Guillier et de préciser que les crédits correspondants sont inscrits et disponibles au budget 2021 du budget principal de la commune. Y a-t-il des questions sur ce point? Non, je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Bonjour à tous. Ah, c'est pas lui. Non, c'est moi qui ai. Je vous remercie. Oui, proposition de remboursement pour l'école de musique. Lors de la rentrée scolaire 2020-2021, les élèves adhérant à l'école de musique de Châtelain se sont inscrits pour des cours en présentiel. Or, en raison de la pandémie de coronavirus, la majeure partie des élèves n'ont pas pu bénéficier de ces cours. Pour d'autres, ils n'ont pu bénéficier que de quelques cours 2 à 5, uniquement le fin septembre et le mois d'octobre. Alors, ils ont bénéficié bien sûr de cours à distance, mais ils n'ont pas pu être dispensés physiquement au sein de l'école de musique pour des raisons sanitaires. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accepter la possibilité de remboursement des usagers dès lors qu'ils n'ont pas pu suivre les cours en présentiel en tout ou partie. Bien sûr, pour ceux qui en feraient expressément la demande, et ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour ça. Alors, les cours concernés sont surtout les cours individuels enfants et adultes, mais ça concerne également des pratiques collectives seules, telles que batucada, ensemble à cordes et orchestre.
On a lu l'autre jour en commission, Marc Delemailly était là, nous expliquer que la classe d'orchestre, de 30 à 35 participants, actuellement, ils sont à 4 et 5. Ils ne peuvent plus, il n'y a plus personne. Comme ils ne peuvent pas se réunir ni travailler. Voilà. Alors, ça concerne aussi les inscriptions au chœur de scène et au groupe vocal. Alors, vous avez le détail là, de prévision, hein, selon le nombre d'élèves et les adultes et les pratiques collectives. Voilà, ça ferait un montant de à peu près de 18 000 €. Alors, le comptable public assignataire et l'ordonnateur sont responsables de l'application de ces mesures. Donc, il est proposé au conseil municipal de permettre que le remboursement des usagers d'écoles de musique inscrits à la rentrée scolaire 2020-21, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pas pu utiliser cette infrastructure du fait de sa fermeture. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, bah écoutez, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Bon, le point numéro 11, c'est la proposition de convention entre l'association de sauvegarde du patrimoine religieux en vie, c'est la SPREV, la ville de Châteaulin et la paroisse Sainte-Anne de Châteaulin, relative à la mise en place de visites guidées à l'église Notre-Dame. Je vous passe tout l'histoire historique de l'église. Tous les ans, au mois de juillet et août, on ouvre l'église pour la faire visiter aux touristes et aux Châteaulinois qui le souhaitent. Et cette année, nous avons souhaité faire une convention avec la SPREV qui font travailler des jeunes gens, qui recrutent des jeunes gens qui sont étudiants en histoire de l'art et qui se mettent comme ça, qui se mettent à disposition des municipalités donc pour faire connaître les édifices. On vous propose donc, c'est une convention en fait qu'on signe avec la SPREV, et la contrepartie c'est une subvention de 700 € par mois. Et ça permet de payer les frais administratifs, les frais de déplacement des guides, l'indemnité journalière pour les repas, et ainsi que la plaquette annuelle et de promotion des visites de la SPREV. Les guides en poste l'été seront logés gracieusement par la commune d'accueil. Les visites sont gratuites pour les visiteurs, mais les guides peuvent bien sûr percevoir des pourboires. Qu'est-ce que je pense que alors, en plus de ça, nous avons l'habitude tous les ans, le mardi soir, de faire visiter la ville aux touristes. Et on a projeté donc de maintenir quand même un petit contrat de 3h30 par semaine. Ça, ce serait en plus donc, de ce qu'on donne pour l'après, parce que je pense que les gens apprécient, on voulait continuer à garder ce point-là. Les horaires sont un petit peu plus étendus que ce qu'on faisait les autres années, et en plus le dimanche, l'église sera ouverte, et on sait que le dimanche, il y a toujours des gens qui sont demandeurs. Voilà, et on prolonge d'une semaine. De 6 semaines l'année dernière, on passera à 7 semaines. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, une remarque, si j'arrive à faire marcher le micro. Oui. Nous, on trouvait un petit peu dommage de passer par une association brestoise, sachant que sur Châteaulin, on a des jeunes qui sont en formation service à la personne et au territoire, qui ont des filières où le pôle touristique a une importance. Ils ont des stages à faire, ils sont toujours à la recherche de stages, voire même de jobs étudiants. Et voilà, ça aurait pu être une manière de faire un partenariat avec eux, et moyennant évidemment une formation, parce que là, leur école ne peut pas leur permettre, mais voilà, c'est tout. Alors, c'est pas seulement une formation, c'est pas seulement le côté touristique, il existe, mais il y a certainement en plus la valorisation du patrimoine, c'est très important, et c'est vrai que on a plus de difficultés maintenant pour faire une formation. On avait jusqu'à maintenant Guy Leclerc qui était là pour ça, et c'est vrai que il n'est plus là. Donc là, en plus, c'est des jeunes qui sont
qui bénéficient justement d'un plus parce qu'ils peuvent mettre ça sur leur CV. C'est très recherché. Hein. Donc ça n'empêche pas que des gens de Châteaulin peuvent aussi s'inscrire pour faire partie de la SPREV. Hein. C'est pas... Après, sur Châteaulin, il y a une formation qui est sensibilisée à ce genre de choses, entre autres. Voilà, et ça peut être intéressant de les prendre même en tant que stagiaires où ils sont toujours à la recherche. Ah bah pourquoi pas stagiaire, voilà. Mais ça après c'est une autre chose. On peut très bien et ça évite des coûts, notamment des coûts de logement. Voilà, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Bon, est-ce que vous êtes contre? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Oui. 6. Oui, ça, oui. 6, oui. Des abstentions? Bien, ben, je vous remercie. Alors, bien sûr, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut loger ces jeunes. Donc, on a vu avec qu'est-ce que c'est comme l'OPAC, hein, c'est ça, oui. Donc, pour trouver, il se trouve qu'on a des logements étudiants à Châteaulin et qui sont libres pendant l'été. Et donc, on a pu obtenir la location d'un logement donc pendant tout le temps des stages, pour une somme dans les 280 € à peu près pour le mois. Voilà, ça nous paraît. En plus, ils ont une petite cuisine, enfin, ils ont une possibilité de se faire à manger, donc ça nous a paru intéressant. C'est vrai que Châteaulin n'a pas énormément de location d'été autrement, donc c'était une possibilité. Voilà, donc il vous est proposé d'autoriser Madame le maire de signer un contrat de location avec l'OPAC de Quimper-Cornouailles. Voilà, je ne sais pas si vous avez... C'est la suite, en fait, de Juste une demande de petite précision. Oui. Concernant donc, la durée de ce bail, là, c'est juste le temps des... Ah oui, uniquement juste le temps saisonnier. Ah oui, c'est complètement... C'est pendant uniquement les 7 semaines. On revient en arrière quand on veut. Il n'y a pas de... Enfin, on va voir, je crois qu'on fera un bilan en fin de saison pour voir le résultat. Voilà. Bien, alors, est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. 6 contre. Alors, je vais présenter le point suivant. Donc, le Finistère Habitat, qui est le plus gros opérateur HLM d'habitat à loyer modéré qu'on a sur la commune, envisage la démolition des 2 immeubles Jules Verne, donc qui sont situés rue de l'Église et rue Paul Sérusier. Rue du Lycée et rue Paul Sérusier. Et du coup, donc, la démolition de ces 2 immeubles où il y a actuellement 40 logements. Ils veulent remplacer ces 2 immeubles par 2 groupes de 4 maisons, avec chacune des maisons à un petit étage. Donc on arrive à 16 logements. Ils sont en cours auprès de leurs différents locataires pour leur trouver une solution de relogement. Donc ils vont signer avec ces locataires une charte par laquelle ils s'engagent à reloger leurs différents locataires et ils prennent à leur charge les coûts de déménagement. C'est un projet la relocation, ils estiment qu'ils en ont pour le relogement. Ils pensent en avoir à peu près pour 18 mois pour réussir à peu près à reloger tout le monde. Voilà, donc ils vont réaliser en lieu et place de ces 2 bâtiments Jules Verne, donc comme je le disais, 16 logements, donc des logements plus petits, plus adaptés et beaucoup moins énergivores que ce qu'il y a actuellement. Voilà, on nous demande en fait à la commune de se prononcer sur la démolition des 40 logements. Donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Ça avait été évoqué au moment de la commission urbanisme le 15 avril. Oui, moi j'aimerais dire que ce qui nous inquiète, c'est qu'on perd 24 logements sociaux. Et comment dire, et puis qu'il n'y a pas de projet à venir, en fait. Et on sait que c'est difficile de se loger à Châteaulin. Hein, on a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver.
Et est-ce que l'offre est réellement suffisante à Châtelain? Et à combien sommes-nous de logements sociaux? Alors, effectivement, là, au bilan, si on fait le bilan effectivement des constructions, reconstructions, on a une perte de 24 logements sociaux. Après, on a un souci de logement sur Châtelain, mais par contre, il faut savoir aussi qu'il y avait un travail qui avait été fait au niveau du plateau de la gare pour augmenter le nombre de logements à ce niveau-là. Et le Finistère, on travaille sur cet aménagement-là du plateau de la gare, et Finistère Habitat est associé à cet aménagement. Donc il pourrait également réaliser un certain nombre de logements à cet endroit-là. Après, les logements sociaux qu'il y a sur le bâtiment Jules Verne, ne sont pas forcément adaptés à ce que recherchent nécessairement les gens. Donc voilà. Sinon, je vais laisser Madame Nicolas. Moi, je voudrais juste préciser qu'on travaille en concertation avec les bailleurs sociaux qui sont présents sur Châtelain depuis de nombreuses années. Nous avons toujours été favorables à ce qu'à chaque opération de lotissement, il y ait aussi des lots qui soient réservés pour permettre l'accession à la propriété ou la location à des ménages modestes. Et c'est ainsi que, notamment tout à l'heure, on a parlé d'Ernest Chamaillard, et bien, dans cette opération, on a créé aussi 4 logements qui n'existaient pas, mais sous le mode pavillon. Comme le dit Sylviane, il faut s'adapter. Châtelain, en fait, regroupe tous les logements sociaux qui sont des logements collectifs et qui ne répondent pas aux besoins, notamment des jeunes familles qui cherchent du pavillonnaire. Toujours avec des loyers tout à fait raisonnables et accessibles pour des ménages modestes. Et la conséquence, c'est que ces ménages-là partent dans d'autres communes autour de Châtelain, et ce sont des familles que nous perdons. Donc, l'opération, là, consiste à détruire des immeubles qui sont vétustes, inadaptés, mais pour faire du mieux, pour permettre de prendre en charge et d'offrir des logements tout à fait modernes, adaptés à la ville de Châtelain et aux habitants qui souhaitent y vivre. Donc on poursuivra, mais moi je tiens à affirmer qu'on a toujours été volontaire. Alors le ratio logements sociaux par rapport à l'ensemble des logements, je n'ai pas le pourcentage, mais nous sommes au-dessus de l'obligation légale, et ça ne va pas se traduire à terme par une baisse du nombre de logements accessibles, soit sous la forme de bail, soit sous la forme d'accession à la propriété dans des conditions tout à fait favorables pour des ménages modestes. Donc ça, c'est vraiment important. On l'a fait, on continuera. On est en discussion avec, pas uniquement Finistère Habitat, avec un autre opérateur qui construit des logements sociaux sur la métropole brestoise, parce qu'il y a des besoins et nous y répondons, et nous sommes engagés. On attend aussi des propositions sur un projet qui va se développer indépendamment de ça. Mais on ne peut pas se dire simplement on va conserver du logement social pour du logement social et accepter que les habitants qui y sont soient dans des conditions qui sont plus du tout celles en termes de sonorité, de nuisance, de troubles de voisinage, parce que les logements ne sont pas bien isolés, et en termes de confort thermique. Alors, je voulais juste rajouter qu'il y a quand même une réalité où il est difficile quand même de trouver des petits logements à Châtelain. Voilà, c'est une difficulté, et c'est vrai que là, on perd quand même, et on n'a pas tout de suite quelque chose. Ouais. Sauf que techniquement, c'est vrai que les logements qu'il y a Jules Verne ne sont pas forcément adaptés à la recherche, puisqu'actuellement les logements sur Jules Verne sont du T4, T4, T5, et que effectivement c'est des logements qui sont relativement grands. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas besoin d'un logement si grand que ça, mais ils n'ont pas eu d'autre solution que de prendre ce type de logement. Donc on va plutôt, effectivement, on va faire des ensembles. Ils vont faire des ensembles un peu plus petits,
moins haut, parce qu'il y a aussi quand même un gros souci d'accessibilité sur ces logements-là, puisque ce sont des immeubles. Là, déjà, avant même d'être au rez-de-chaussée, en fait, il y a déjà des marches pour monter. C'était très compliqué pour eux de remettre ça aux normes. Et puis, effectivement, il y a un moment où, quand on a un bâtiment qui date de 1958, c'est extrêmement compliqué de faire quelque chose de neuf avec du vieux. Alors oui, effectivement, on a une perte, un delta de perte sur le nombre de logements, mais avec un travail sur un autre secteur et en faisant peut-être d'autres logements de ce type-là, pourquoi pas, ça pourrait permettre de compenser. Et qui seront peut-être des logements qui sont plus recherchés que ce qu'ils ont à proposer pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va faire, donc c'est un avis qui est demandé à la commune, donc on se prononce sur la démolition des 40 logements. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des avis défavorables? Des abstentions? Une abstention même aidée, et donc tout le monde et donc le reste est en avis favorable. Voilà, merci. Alors Didier, par exemple, vas-y Sylvia, présente. Oui, pourquoi pas. En fait, Didier a évoqué ça au cours de sa commission. Donc c'est sur une proposition de gratuité. Alors donc ça avait déjà été l'année dernière au vu du contexte qu'on connaît tous depuis plus d'1 an. On propose de renouveler cette gratuité pour les terrasses, donc pour la période estivale du 1er avril au 30 septembre 2021. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, bon, je pense qu'on va pouvoir passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Merci. Alors, je voulais juste revenir sur l'intervention de Mme Sapin concernant les stagiaires tout à l'heure. Je voulais rappeler que la collectivité et nos services prennent en charge de nombreux stagiaires, vraiment de nombreux stagiaires dans tous les services, et que là on travaille actuellement sur un contrat d'apprentissage en plus. Voilà, c'était juste pour vous informer. Alors concernant le point 15, répartition des produits des amendes de police relatives à la circulation routière. Alors de nouveaux équipements ont vu le jour Rocade de Parbillon, l'EHPAD, la maison de santé, la nouvelle piscine, le jardin intergénérationnel. Donc le trafic de piétons et de véhicules va aller crescendo. Afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route, de nouveaux aménagements sont nécessaires, à savoir la mise en place d'une réduction de chaussée, système montée-descente avec flèche rouge et flèche blanche, appelée également écluse, la mise en place d'une glissière de sécurité, le changement des potelets en bois, le marquage des passages piétons, la pose de 2 panneaux solaires avec triflash pour marquer les passages piétons, la pose de 2 panneaux avec flash pour les traversées piétons, la mise en place d'une zone 30 et la création d'un nouveau cheminement piéton pour accéder à la piscine. Le montant de ces travaux est évalué à un peu plus de près de 27 000 € hors taxes. L'ensemble de ces travaux est éligible à une demande de subvention auprès du département au titre de la répartition des produits des amendes de police. Vous avez les critères d'éligibilité avec la délibération. Le projet a été évoqué en commission travaux urbains le 15 avril dernier. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet. Oui, Nadine. Une petite modification sur l'évaluation totale. On est sur 26 782 € au lieu de 26 893. Correct par Merci. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le projet de mise en sécurité de la rocade de Parbillon pour un montant de 26 782 € hors taxe, de présenter un dossier de demande de subvention auprès du département dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police sur le programme 2021, d'indiquer que la dépense est inscrite au budget 2021, section investissement, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette opération. Alors, est-ce qu'il y a des voix contre?
Des abstentions? Alors, le reste est pour, une abstention. Je vous remercie. Alors, je continue avec le point 16. Donc, c'est la proposition d'achat de bois sur pied. La société FR Bois propose à la commune de Châteaulin un contrat d'achat de bois sur pied situé sur les parcelles cadastrées E168, E144 au lieu dit Kivit à Châteaulin. Cette sapinière se trouve derrière la station d'épuration et a une superficie d'1,4 hectare. Alors, ces parcelles de bois sont constituées de résineux arrivés à terme de croissance. De nombreux sapins sont malades et en état de dépérissement. L'achat est proposé pour la somme de 11 200 € TTC. La DRAF, donc c'est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, a donné un avis favorable. La proposition comprend l'achat en bloc sur pied, la mise en andin des rémanents et la remise en état des chemins. La société devra tout mettre en œuvre pour ne pas dégrader le milieu naturel. Il y a de beaux talus et avec de beaux arbres. Nous envisageons la plantation d'une nouvelle sapinière en lien avec les écoles par un projet pédagogique. Alors j'ai évoqué ce point en commission travaux urbains également au mois d'avril. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'y attendais. Alors, on a plusieurs points à évoquer sur ce bois. Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel d'offres? Pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres? On a eu une proposition d'une société. On y a répondu, on a travaillé dessus, on essaye d'y répondre. Alors, vous avez commencé à répondre d'ailleurs pour les bords de route, mais je voulais juste un peu plus de précision. On parle ici de coupe rase. Alors, qu'en est-il des chênes en bord de route, des autres arbres, chênes et saules qui commencent à pousser dans la forêt, qui poussent déjà sur les parcelles? Est-ce que tout va vraiment être coupé? Alors, je vous ai répondu que les talus, on n'y touche pas. Les arbres, on n'y touche pas. Les arbres autres que résineux ne sont pas abattus. On va y veiller. On sera obligé d'être derrière l'entreprise. Voilà. Bon, en commission, on avait parlé qu'une replantation d'arbres serait faite dans 1 an et qu'on repartirait sur des résineux. Alors moi, ce que j'avais envie de dire, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ce qui nous dérange, c'est la monoculture. On voit ce que ça donne là. Les arbres, ils ont été plantés trop près. La forêt n'a pas été vraiment entretenue, donc ce qui fait qu'ils ont mal poussé. On a des forêts qui sont industrialisées. On cherche la rentabilité. Alors le problème d'exploiter les sols avec des résineux, c'est qu'ils sont acides. Et du coup, on va replanter des résineux et ça va être encore plus acide et le sol va être appauvri. Et voilà, nous on aimerait bien qu'il y ait autre chose, qu'on pense à la diversité. Voilà, on peut planter des chênes, vous avez parlé d'une école, alors je ne sais pas ce qui est en projet. Mais voilà, ce serait bien de penser autrement que de replanter que des résineux. Et voilà, on aimerait bien qu'on prenne le temps pour cette forêt. Donc, bien sûr, on va voter contre. Oui. Parce qu'on n'a pas assez d'éléments sur la suite. Alors, je vous rassure, on va prendre le temps. Les arbres vont être coupés très vite, par contre. Mais on va prendre le temps. Alors, voilà, c'est des résineux, donc à la place. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble qu'on peut mettre des résineux. Je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre, mais on va quand même réfléchir. On va travailler le sujet. Voilà, après, on a une opportunité. Les arbres sont vraiment pas en bonne santé. Là, on a une opportunité de un peu plus de 11 000 € de recettes. Si dans les années à venir, de 5 à 10 ans, on nous oblige à les mettre par terre pour X raisons, ça va nous coûter un peu plus de 10 000 €. On a une opportunité. Bon, après, je partage sur la gestion des forêts, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'acidité du sol, je pense qu'on n'aura pas le choix d'y mettre autrement, mais je suis pas vraiment un spécialiste. Alors, nous, on a visité le bois avec des connaisseurs ou pas, parce que moi, je ne suis pas spécialiste non plus, on a été les voir, et rien n'est impossible dans cette forêt. Mais le problème, c'est que si on replante des résineux, le sol, c'est fini. De toute façon, sur un sujet comme...
Je pense qu'on doit pouvoir y mettre autre chose que des résidus, mais il va falloir attendre, avoir un laps de temps un peu plus Ouais. avant de replanter autre chose. Donc Mais- pourquoi pas effectivement attendre 4-5 ans et mettre des essences plus locales, type châtaignier, chêne, ou des choses qui pousseront même peut-être d'elles-mêmes, hein, parce que comme vous dites, il y a déjà des chênes et des aulnes. Donc voilà, pourquoi pas. Après. Mais sur un sujet comme ça, je pense qu'on peut travailler tous ensemble et trouver des solutions. Je l'espère. Et je voulais juste apporter une précision parce qu'on a été visiter le bois et on a remarqué qu'il y avait 2 épaves de voitures et il y avait aussi un dépôt de verre très important dans les ronces cachées et on pense que quelqu'un vient déposer régulièrement. Ouais. On nous Mais le très signale, important. on nous le signale régulièrement. On va essayer de faire le nécessaire et après trouver les responsables, c'est plus compliqué. Ouais. Merci. Et il faut savoir que de ce côté-là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été retirées quand il y avait des personnes qui organisaient les nettoyages un peu des extérieurs de la ville. Il y a déjà énormément de ferrailles qui ont été retirées de tout ce coin-là. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le projet de vente de bois sur pied à la société FR Bois, de décider de vendre le bois sur pied pour la somme de 11 200 € TTC, d'indiquer que la recette sera inscrite au budget 2021 et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette opération. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Le reste est pour, je vous remercie, donc une voix contre. Alors, on a donc une délibération concernant la modification du statut de la communauté de communes pour adopter la compétence autorité organisatrice de mobilité à partir du 1er juillet 2021. Donc là, c'est une compétence qui est proposée dans le cadre de la loi dite LOM, vous savez, d'orientation sur les mobilités. Qui avait été prise, je crois, à la fin en décembre 2019. Donc le délai pour les communautés de communes pour se prononcer sur l'adoption ou non de la compétence a été reporté jusqu'au 31 mars 2021. Et la communauté de communes de Plévin-Châteaulin-Porzé a émis un avis favorable pour donc prendre cette nouvelle compétence. C'est une compétence cadre. Ensuite, après, qu'il faut faire vivre. Ça ne nous obligera pas aujourd'hui à prendre, par exemple, la compétence organisation des transports scolaires, qui est assurée par la région Bretagne. Mais pour le maintien d'une opération que vous connaissez comme la ligne des plages, si nous n'avions pas pris cette compétence, les communautés de communes, nous n'aurions plus eu le droit de mettre en œuvre cette action. Voilà, ça permettra aussi de mettre en place un plan vélo, un schéma vélo, même si ensuite les communes qui ont la compétence voirie réaliseront et ont déjà commencé, pour la nôtre, on y travaille et on a déjà, notamment par cette belle liaison entre Châteaulin et Port-le-Nez, on a déjà avancé. Mais donc, comme c'est les communes qui exercent la compétence voirie, eh bien c'est elles qui réaliseront des travaux, mais voilà l'objet de cette nouvelle compétence. Donc, traditionnellement, classiquement, chaque conseil municipal doit ensuite se prononcer sur l'adoption de cette nouvelle compétence. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des objections? Non, je mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Une voix contre. Y a-t-il des abstentions? Non. Donc, c'est noté par les services, je pense. Très bien. Ensuite, on a une information. C'est une information au Conseil concernant la signature du contrat de prêt pour la construction d'un maison de santé pluridisciplinaire. Donc, conformément à la délégation que j'ai reçue du Conseil municipal, eh bien, je dois vous informer régulièrement de ce type d'opération. Donc là, il s'agit d'un emprunt d'un montant de 1 082 049 € qui a été contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avec donc les caractéristiques qui figurent dans la note que vous avez.
parce que donc c'est réparti en 2 lignes de crédit. Une d'un montant de 791 024 € qui est à rembourser sur une durée de 25 ans au taux fixe de 0,82%. Et ensuite, donc une deuxième ligne d'un montant de 291 025 € au taux remboursable au taux variable de 1,10% sur une période de 30 ans. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question, oui. Oui, et... j'y arrive pas. Oui, je vais parler fort. Ah, c'est bon. Oui, y avait-il une obligation de passer par un taux variable sur cette deuxième ligne? Parce que 30 ans, aujourd'hui, on sait que les taux vont continuer à augmenter. Alors, dans 10, 15, 20 ans, on ne sait pas du tout comment ça sera. Aujourd'hui, on sait que ça va monter, que ça va continuer à monter. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une obligation à passer en taux variable ou il y avait pas-t-il possibilité de faire une ligne à taux fixe pour sécuriser cette deuxième ligne? Alors, sur le principe, je vous dirais qu'il n'y a pas d'obligation. On a fait des prospections, enfin, on a interrogé les organismes bancaires et c'est la proposition qui nous paraissait la plus judicieuse, enfin la plus juste au regard des intérêts de la commune. Je demanderai à M. Legros de préciser, parce que c'est lui qui a été à la manœuvre pour ces négociations, avec bien évidemment Jean-Christophe. Ce que j'indique, c'est que, bien évidemment, même si nous avons un taux variable, il y a un garde-fou et un montant, c'était ma deuxième question, au-delà duquel, bien évidemment, on n'augmentera pas. Je me permets de solliciter M. Legros pour compléter l'information. Juste pour savoir quelle est cette barrière aussi, ce qu'on appelle un taux capé, je suppose. Oui, c'est un taux variable capé. Alors, sur cet emprunt-là, l'offre de la Caisse des dépôts et consignations, le taux fixe Relance Santé était plafonné à 791 024. Donc on était obligé d'additionner avec une ligne variable. Les autres offres proposaient des taux qui étaient inférieurs, qui étaient limités à 20 ans, ce qui faisait un coût, une échéance trop importante. Donc ça nous paraissait plus intéressant, sachant que la partie variable, la partie risquée était limitée en son montant. Et le capé, il est de plus 1, plus 1, plus 2, non? Oui, c'est ça. Plus 1? Ouais. D'accord. Voilà, sur ce point. Et l'autre point concerne aussi les finances. Dans le cadre de l'emprunt souscrit en 1999 pour l'opération, entre guillemets, grosse réparation de voirie, pour un montant de 152 449 € centimes. Donc c'est un emprunt à taux variable à raison de 3,066% l'an. Donc il y a eu un arbitrage qui a été effectué pour transformer en un emprunt à taux fixe. Et donc ce taux fixe a été choisi, donc il s'élève à 0,15% et s'applique à compter du 1er avril 2021, sachant que le capital restant à rembourser est de 61 815,22 €. Voilà, Monsieur Legros peut apporter d'autres précisions. Bon, là, en fait, c'était un pari, en fait, puisque on voyait que sur cet emprunt-là, il y avait une tendance haussière sur les négociations. Donc là, on avait un taux de 0,15 qu'on n'aurait peut-être pas retrouvé. Donc l'enjeu, il porte sur 440 €. On saura, au bout de quelques années, si ça valait le coup ou pas. Mais il me paraissait intéressant, vu la remontée des taux, de sanctuariser la dette sur cet emprunt résiduel. Voilà pour ces deux points d'information. Je vais donner la parole à Jean-Pierre, Madame Luédé, vous nous avez fait parvenir hier soir une question diverse. Je peux la lire. Je vous remercie parce que je l'ai envoyé un peu tard. Dans votre programme, vous avez annoncé la plantation d'arbres fruitiers. On reste dans la même thématique. Quand et où seront-ils plantés? Alors, les premiers arbres fruitiers devraient voir
le jour sur le plateau de la gare, avec les jeux pour les enfants et le parcours sportif. Alors, je ne peux pas vous dire quels arbres seront. Je sais qu'il y aura des petits arbres fruitiers, des petits fruits rouges là, pour les enfants, et les mamans ou les papas qui vont jouer. Donc, on a demandé des myrtilles, je ne sais pas si on pourrait y mettre des myrtilles. Mais autrement, voilà, le plateau de la gare, hein, des arbres fruitiers. Et puis après, je ne peux pas aller plus loin, là, on n'a pas encore travaillé. Par contre, je suis preneur de toutes les propositions. Hein. C'est plutôt des sujets où on peut être tous d'accord là-dessus. Si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter. Mais en tout cas, on y travaille. Dès qu'on crée un espace, on pourrait en mettre aussi à jardin intergénérationnel, toute la partie qu'on va agrandir vers le bas, tout ça, il y a de la place pour en mettre. Oui, nous avons fait ce choix politique, mais ensuite il faut quand même que vous sachiez qu'on travaille avec des services qui sont très compétents. Donc l'orientation, elle est celle qui a été annoncée dans notre programme, mais ensuite, eh bien, moi je fais confiance, et Jean-Pierre aussi, à notre chef de service qui travaille sur toute une équipe, et c'est elle qui est à même de nous dire à tel endroit c'est approprié, telle essence et telle variété. Voilà, donc Jean-Pierre Spissot est très bien. On n'est pas là pour donner des directives. Voilà, pour l'instant je vends mes fruits. Merci. On va aller chercher là-bas. Pas d'autres points à évoquer avec vous cet après-midi, donc le conseil municipal est clôturé. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi. Les bananes, ça serait bien parce que les bananes, c'est facile à